Merci vraiment très chaleureusement d'avoir répondu à mon invitation pour la présentation de cet événement intitulé « La justice du XXIe siècle » avec pour thème central « Le citoyen au cœur de la justice ». Vous êtes tous, chacune, chacun, une personnalité éminente, importante. Vous assumez des responsabilités qui comptent pour le ministère de la Justice, certains à l'intérieur du ministère de la Justice, d'autres à la tête de nos plus hautes juridictions. Pardonnez-moi de ne pas vous citer chacune, chacun, mais de saluer en particulier, avec votre permission, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur Vincent Lamanda. Vous avez eu l'amabilité de me prévenir que vos contraintes d'agenda vous obligeaient à nous quitter dans une petite demi-heure. Merci infiniment d'avoir fait l'effort de venir à cette présentation et je sais que vous en tiendrez informé pour la part à laquelle vous n'aurez pas assisté. Monsieur le procureur général honoraire de la Cour de cassation, Monsieur Jean-Louis Nadal, Monsieur le premier avocat général près la Cour de cassation, le premier avocat représentant Monsieur le procureur général. Ah, discret. Mesdames et messieurs les hauts magistrats, représentant les présidents des conférences, des premiers présidents, des procureurs généraux, des présidents et des procureurs de la République, mesdames et messieurs les chefs de cour, en particulier Madame le Premier président de la Cour d'appel d'Orléans, je viens bientôt d'ailleurs, Monsieur le procureur général de Braz, Monsieur le Premier président Didier Marchal, merci d'être là, Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris, que j'ai aperçu aussi, Monsieur, nous avons de très hautes personnalités, Monsieur le président de la commission des lois du Sénat, Monsieur le ministre, cher Jean-Pierre Sueur, Monsieur le contrôleur général des lieux de privation de liberté, il arrive, alors on m'a dit que c'était confirmé. J'ai tenu à la présence d'avocats, de notaires, de greffiers des tribunaux de commerce et je remercie particulièrement Madame et Monsieur les représentants du président du Conseil national des barreaux, Maître Louis et Maître Cocus, qui sont avec nous, parmi nous. Merci d'être là. Monsieur le président de la conférence des bâtonniers. Ah, comment allez-vous? Vous revenez de vacances. Ou d'un endroit ensoleillé. C'est vrai que ça me ressemble assez peu, les vacances. Je le sais par les appels que nous recevons. Monsieur le président de la Chambre des notaires de Paris, merci d'être là, Monsieur le président du Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce. Merci. Comment se fait-il que vous soyez debout, je vous en prie? Mais du premier rang, vous me verrez très bien aussi, Monsieur le Président. Je vous en prie. Monsieur le Président des greffiers, Monsieur le Président, Monsieur Drumen. Merci d'être là. Il faut que je vous voie très vite et vous savez certainement pourquoi. Et vous savez que je vais chercher à vous convaincre. Bien. Donc nous nous voyons bientôt. Merci infiniment, Monsieur le Président. Parmi les institutionnels, donc évidemment, vous avez tous compris que je viens de saluer Monsieur le Président des tribunaux de commerce. Alors ici, j'ai Monsieur le conseiller justice, ah ben oui, Monsieur le conseiller justice de Monsieur le Président de la République et Madame la conseillère justice de Premier ministre, que j'ai aperçu, des parlementaires travaillant sur des sujets de justice avec assiduité, Monsieur le député Détraigne, Madame la députée Bechtel, Monsieur le Bouillonnec, me disait-on, mais que je n'aperçois pas, qui va arriver, et les associations, Mesdames et Messieurs les représentants associatifs, notamment Monsieur le secrétaire général de la FINVAC et les représentants de la Fondation pour le droit continental et la Fédération Citoyens et Justice. Mesdames et Messieurs, cet exercice paraît long, il peut paraître éventuellement fastidieux, c'est un acte de courtoisie républicaine, il me paraît indispensable de m'y soumettre et en plus je le fais avec grand plaisir, puisque vous l'avez vu, ça me permet de saluer en particulier certaines de personnalités, de les menacer publiquement d'ailleurs parfois, et surtout de prendre avec elles date et engagement. Merci donc d'avoir accepté cette rencontre aujourd'hui qui me donne l'opportunité de vous présenter
ce grand événement que nous organisons. Je l'appelle grand événement parce que les propositions de titres qui m'ont été faites ne me conviennent pas encore. Je trouve que ce qu'on m'a proposé manque un peu de lyrisme. Par conséquent, nous recherchons encore. Donc ça reste pour l'instant un générique de grand événement qui se tiendra à la mi-janvier, mais ce qui est important, c'est de comprendre la logique de cet événement, sa portée et ce que nous en attendons. C'est un exercice un petit peu téméraire, celui auquel je me livre aujourd'hui, puisque j'ai souhaité vous rencontrer. Vous avez vu à quel point vous êtes de responsabilités diverses, de parcours divers également, mais il se trouve que je fréquente tous vos univers. Je fréquente vos univers, je vois les uns et les autres, je parle des uns aux autres. Il m'a paru important, au-delà de ces exercices qui me conduisent à parler aux juridictions des autres professions, des professions du droit qui contribuent à l'œuvre de justice, de parler aux juridictions de la nécessité de convaincre les parlementaires et les citoyens de la réalité des particularismes de l'action de justice, des métiers de justice, et donc de les convaincre de respecter ces statuts, de respecter les règles, de porter cette action de la justice, au-delà du fait de rencontrer les professions de droit et de parler avec elles de l'organisation de la justice et de la participation qu'elles y prennent, au-delà donc de ces univers divers et des parlementaires qui connaissent évidemment sur le bout des doigts la réalité de leur circonscription, mais qui dépendent un peu de moi pour savoir ce qui se passe par ailleurs. Merci, Monsieur le Vice-président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Au-delà de ce qui se passe par ailleurs, vous avez été salué, je crois qu'on vous le confirmera. Il me paraissait intéressant à un moment donné de fondre, sans les confondre, ces univers différents et d'oser avec vous ce matin vous présenter ensemble la genèse et les étapes essentielles qui parcourent cet événement qui aura lieu à la mi-janvier. L'objectif de l'exercice aujourd'hui consiste donc à partager avec vous, dans cet exercice transversal, à partager avec vous de l'information, mais à partager aussi avec vous de la perception, c'est-à-dire la perception des choses. Ce que j'appelle la perception des choses, ce sont les situations qui sont diverses et qui même sont disparates sur le territoire, mais qui ont quand même aussi des invariants. Et dans cette démarche, il y a le souci de percevoir ce qui relève des réalités objectives, des réalités matérielles, des réalités mesurables, et en même temps de ce que j'appellerais du blues, parce qu'il y en a un petit peu dans le milieu de la justice. Et ce blues est motivé par des difficultés réelles, mais aussi parfois par des interrogations. Des difficultés réelles que nous allons décliner un peu tout à l'heure, et auxquelles nous apportons quelques réponses, mais aussi par des interrogations de fond, ce qui est profondément intéressant, puisque ce blues n'est pas un blues stérile, ça n'est pas un blues d'impuissance, c'est une interrogation sur des métiers avec la volonté de redonner sens à ces métiers. L'objet donc de cette rencontre consistera à vous présenter rapidement, bien entendu, le constat, des analyses qui conduisent à ne pas accepter le statu quo et la routine, mais bien à s'interroger sur les correctifs que nous pouvons y apporter dans l'immédiat et de façon plus durable, et à voir avec vous ce qui a déjà été mis en place, mais également ce que nous envisageons en termes de perspective. Évidemment, je connais la difficulté de l'objectif. Je risque de vous dire des choses que vous savez parfaitement et que vous avez comprises mieux que moi, mais je le ferai dans une logique d'articulation, parce que notre action est une action globale. Tout ce que nous faisons s'inscrit dans une démarche globale, dans une logique. Il y a une cohérence dans ces diverses actions. Et même si je vous dis des choses que vous savez déjà, ce que je vais essayer de faire en plus ce matin, c'est de les articuler, ces choses-là, pour que la cohérence de la démarche globale vous apparaisse. Donc, évidemment, il y a aussi une force à cet exercice-là, de vous rassembler, de partager ces informations avec vous, d'une certaine façon de tester avec vous l'étape où nous sommes dans cette démarche. Cette force, elle consiste à établir un dialogue à la place de la polyphonie qui est tout à fait naturelle. Cette polyphonie, elle est liée à des angles différents de point de vue, mais elle est liée aussi à des responsabilités de nature différente.
Donc plutôt que cette polyphonie que moi j'essaie de croiser à longueur de temps, il y a aussi dans cet exercice, de ma part, l'espoir d'élaborer un dialogue qui a lieu, je le sais, je n'invente rien du tout, nous ne sommes pas à l'heure de la création du monde. Ce dialogue a lieu, il n'est pas systématique, il est lié à des circonstances. Par conséquent, dans la démarche de cet événement de janvier qui va poser un temps particulier, initiateur d'une certaine façon d'une réforme judiciaire, dans cette démarche-là, à ce moment-là, je souhaite, au-delà de nos polyphonies, instaurer ce dialogue. Je vais donc commencer par le constat. Le constat, vous le connaissez mieux que moi. Moi, je l'ai constaté, j'en ai pris la mesure, d'une part, évidemment, à travers des rapports parlementaires, mais des rapports de juristes, des rapports de magistrats. Je l'ai pris aussi, j'en ai pris la mesure aussi par mes déplacements. J'ai commencé par des déplacements de découverte et de rencontres que j'ai poursuivis par des déplacements thématiques. J'en ai fait, et je continue à en faire d'ailleurs, j'en ai fait parmi les premiers sur les tutelles en termes de déplacement thématique, parce qu'ils remontaient assez abondamment et assez généralement de la part des juridictions que le problème majeur en juin 2012, c'était l'incapacité pour les juridictions de réviser l'intégralité des mesures de tutelle qui leur incombaient de réviser avant décembre 2013. Donc j'ai fait les déplacements thématiques sur les tutelles, j'en ai fait sur d'autres, sur évidemment la compréhension du fonctionnement de nos juridictions. J'en ai fait par la suite, bien sûr, sur les questions pénales, sur la politique pénale. J'en ai fait à partir de la circulaire du 19 décembre 2012 pour voir comment l'application se faisait dans les différents ressorts. J'en ai fait sur la politique pénale, toujours concernant les zones de sécurité prioritaire et nos GLTD, nos groupements locaux de traitement de la délinquance. J'en ai fait sur d'autres thématiques. La semaine dernière, vous le savez, j'étais à Angers. Vous ne savez pas que j'étais à Angers pour l'accès au droit. Vous savez que j'étais à Angers compte tenu d'autres choses. Mais donc, ces déplacements ont lieu sur des sujets différents. Évidemment, sur le projet de loi de prévention de la récidive. Et comme je vous le disais, des déplacements ces temps-ci sur cette préparation de la réforme judiciaire. J'étais à Aix-en-Provence il y a une dizaine de jours, à Lyon il y a un petit peu moins, à Orléans très bientôt, à Versailles, à Colmar, dont ces déplacements sur la réforme judiciaire sont parfaitement identifiés. Ils s'organisent en termes d'assemblées générales élargies. Ces assemblées générales élargies sont organisées par les chefs de cour. Je les remercie chaleureusement parce que je vois bien sur place la masse de travail que nécessite l'organisation de ces rencontres, d'autant que les chefs de cour jouent le jeu. Je leur demande de permettre une libre expression. Il faut donc qu'ils arrivent à trouver l'équilibre entre bien organiser un événement qui dure quand même en moyenne 5 heures, je passe 5 heures dans le ressort, bien organiser un événement, bien l'encadrer et en même temps laisser libre la parole. C'est ce qui s'est fait à Aix-en-Provence, c'est ce qui s'est fait à Lyon et c'est extrêmement précieux parce que bien entendu j'entends les magistrats du ministère public, j'entends les magistrats du siège qui savent qu'ils peuvent s'exprimer librement, j'entends les greffiers, les directrices et directeurs de greffe, les greffiers en chef, les greffiers, j'entends les adjoints, les secrétaires administratifs, les adjoints administratifs, les adjoints techniques, j'entends toutes les magistrats et tous les personnels qui font vivre nos juridictions et ils savent qu'ils peuvent s'exprimer librement. Donc j'entends toute une série de sujets, de problèmes, parfois de tout petits problèmes qui compliquent leur vie au quotidien et que nous saurions résoudre, d'où la décision au sein de la direction des services judiciaires de mettre en place une cellule de personnes précisément dédiés aux réponses sur les problèmes matériels, les problèmes logistiques, qui sont des petits problèmes qui ne sont pas compliqués, mais tant qu'ils ne remontent pas pour que les solutions arrivent, compliquent le quotidien de nos juridictions. Donc j'entends tout cela et je prends bien la mesure. Et je fais un constat d'une certaine façon un peu contradictoire. C'est-à-dire, d'une part, je rencontre des magistrats, des greffiers, des fonctionnaires qui restent extrêmement motivés, qui ont encore une capacité créatrice très forte parce qu'ils sont encore en phase d'inventivité, donc de réflexion sur leur travail quotidien et en même temps de proposition d'amélioration de ce travail quotidien. Et en même temps, ces mêmes personnes s'interrogent sur le sens des missions pour les magistrats du parquet, sur le sens des métiers pour les magistrats du siège, s'interrogent parce que, tout simplement, ces dernières années, nous savons que nos juridictions ont vu croître sans cohérence
son logique, son visibilité ont vu croître leurs obligations, leurs missions, leurs fonctions, leurs obligations à l'intérieur des juridictions, à l'extérieur des juridictions, tout ça avec le même temps. Tout ça souvent avec les mêmes moyens, les mêmes effectifs, les mêmes moyens, parfois avec moins d'effectifs, puisque nous savons que la carte judiciaire a supprimé des effectifs. Il y a donc cette réalité objective et il y a incontestablement des tensions dans nos juridictions. Et ces tensions sont liées à des situations objectives, mais aussi à ce que je disais tout à l'heure, cette capacité encore de s'interroger sur le sens des missions, sur le sens des métiers, sur le sens de l'activité au quotidien. Il y a un certain nombre de questions qui reviennent d'ailleurs assez régulièrement. Il nous faut répondre à ces tensions, parce que certaines sont liées à la pression des effectifs, donc à l'obligation de répartir du travail sur des effectifs plus réduits, pas complets. Je vous expliquerai pourquoi les effectifs ne sont pas complets dans nos juridictions. À la pression qui est due aussi à des demandes de plus en plus fortes, de plus en plus diverses, de plus en plus complexes, de plus en plus pressantes aussi de la part des justiciables, des demandes qui sont complexes et qui sont aussi parfois contradictoires. Ces tensions sont liées aussi à des pressions venant des partenaires, parce que nos juridictions ont parfois aussi des difficultés à honorer leurs dettes dans les délais et donc subissent des pressions, en tout cas des demandes pressantes et tout à fait normales et légitimes de la part des prestataires de services et des différents partenaires. Il nous faut être capable de répondre à cela aussi. Il y a donc ces tensions qui sont liées à des raisons objectives, en plus de ces interrogations sur l'activité au quotidien. Nous avons apporté évidemment un certain nombre de réponses immédiates depuis plusieurs mois, avec une attention particulière. Nous avons apporté des réponses sur le budget, par exemple, puisque l'année dernière déjà, vous savez sans doute que nous avons augmenté de façon significative les frais de justice. Les frais de justice sont pour la plupart des frais qui contribuent à l'activité judiciaire très directement. Et donc ces frais de justice ne peuvent pas inconsidérément être estimés en début d'année budgétaire avec un diktat qui serait donné aux magistrats en leur disant « vous ne dépasserez pas cela en frais de justice ». Ceci étant, nous savons bien, et ça c'est à la fois une démarche rationnelle, mais aussi une démarche de respect vis-à-vis du contribuable qui alimente le budget de l'État, il nous faut veiller quand même à contenir un certain nombre de dépenses, non pas celles qui contribuent à la manifestation de la vérité, mais certaines dépenses qui ont perdu leur rationalité à travers le temps, et nous en avons identifié quelques-unes. Donc, sur les frais de justice, nous avons amélioré de façon sensible le budget l'année dernière. Sur les frais de fonctionnement aussi, nous avons contribué à l'effort collectif pour l'assainissement des finances publiques, mais normalement, sur les frais de fonctionnement, nous avions un calcul extrêmement sophistiqué qui faisait apparaître que même avec notre contribution de 7% à l'effort commun, nous étions à peu près au même niveau que les frais de fonctionnement de l'année précédente, puisque ces frais de fonctionnement avaient contribué à des frais de justice. Et comme nous avions augmenté les frais de justice, nous étions fondés à considérer que les frais de fonctionnement ne contribueraient plus aux frais de justice. Bon, ça c'est théorique. Donc, alors, pour l'instant, je sais que les juridictions, puisque nous avons des chefs de cour et des chefs de juridiction parmi nous, je sais que les juridictions sont relativement inquiètes puisqu'elles attendent un dégel que j'ai demandé et que j'espère obtenir, dégel sur les frais de justice et les frais de fonctionnement. La décision sera prise au début du mois de novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. J'espère d'une part que nous obtiendrons bien le dégel demandé à la hauteur demandée, c'est-à-dire à la hauteur de l'intégralité des budgets prévus pour les frais de fonctionnement et les frais de justice. Et puis, effectivement, début novembre, parce que ça commence à être une date un peu tardive pour que les juridictions soient en capacité aisément d'assurer les règlements qu'il leur reste à faire. Et si elles ne font pas ces règlements, vous imaginez la suite. Il y a un argumentaire déjà tout écrit au ministère du Budget pour nous expliquer que nous n'avons pas consommé les crédits et que par conséquent, nous n'avons pas besoin d'autant de crédits pour l'année 2014.
Donc, j'ai déjà invité les chefs de cour, je l'ai fait il y a une quinzaine de jours. Je les ai invités à se perfectionner dans toutes les procédures, les circuits et même les subtilités de règlements qui leur permettront d'effectuer ces règlements dans le mois et demi qui leur restera pour consommer ces crédits. Donc voilà essentiellement sur le constat. Nous apportons un certain nombre de réponses, par exemple sur les méthodes de travail, sur les procédures. Nous avons un projet de loi d'habilitation qui permettra, où nous demanderons au Parlement d'autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance sur un certain nombre de sujets. Parmi ces sujets qui concernent très directement les juridictions, il y a le coût exorbitant, il faut le dire, des convocations judiciaires qui se font du fait des obligations inscrites dans le Code de procédure pénale par lettre recommandée avec accusé de réception. Les juridictions m'indiquent depuis plusieurs mois qu'en substance, 80% de ces lettres ne sont pas récupérées. Et puis, nous savons que nous vivons une période où le courrier électronique devient plus familier à de nombreux concitoyens que le comportement qui consiste à aller à la poste, prendre une file d'attente pour récupérer un courrier recommandé avec accusé de réception. Et puis l'imaginaire populaire est tel qu'un courrier recommandé avec accusé de réception, en général, ça vient du fisc, ça vient de la gendarmerie, ça vient du magistrat. Bon, voilà, il y a peut-être quelques raisons aussi de ne pas se précipiter pour aller prendre une file d'attente à la poste, demander une autorisation d'absence, peut-être perdre une demi-journée de travail pour aller prendre une file d'attente. Bon, on va peut-être leur épargner ça à ceux qui consentiront, bien entendu. Donc, dans ce projet de loi d'habilitation, il est prévu, pour les procédures civiles, nous le faisons en dehors de la loi, puisque c'est du domaine réglementaire, nous introduisons cette possibilité de convocation par courrier électronique. Et pour les procédures pénales, puisque c'est législatif, nous introduisons une disposition générale qui nous permettra de le faire par la loi, mais nous allons tenir compte de la situation différenciée de nos juridictions en matière d'équipement, de préparation et d'organisation, de façon à ce que, par voie réglementaire, nous précisions l'application de cette disposition, avec bien entendu le souci de nous assurer que la preuve de la convocation sera bien établi pour ne pas mettre en difficulté nos juridictions, pour ne pas fragiliser les procédures, donc ne pas introduire une facilité qui aurait pour effet de rendre moins efficace l'action de la justice. Parmi les autres dispositions que nous prenons, évidemment, nous en prenons sur les effectifs. Alors très très rapidement sur les effectifs, vous savez que ce ministère crée des emplois depuis l'année dernière. Il a une capacité de création d'emplois de 500 c'était pour 2013, de 555 pour 2014 et même de 590 parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas compter les 35 postes de la justice administrative. Et puis même un peu plus puisque vous savez que pour les conseillers d'insertion et de probation, nous aurons un complément de capacité de création d'emplois. Nous créons des emplois. Donc ce ministère crée des emplois. Il a mis un terme à la RGPP, à la révision générale des politiques publiques. Il a mis un terme à la destruction des emplois dans la justice. Il en crée, mais parfois il en crée sans pouvoir les créer physiquement. Je m'explique. Nous créons les postes, nous avons les budgets, nous les affectons, mais nous n'avons pas toujours les magistrats. Nous avons une situation un peu tendue sur les effectifs, puisque nous avons 358 postes vacants de magistrats sur l'ensemble du territoire. J'ai demandé l'année dernière, par souci de justice et d'égalité, de traiter tout le monde pareil, de ne privilégier aucune juridiction. Ça procure un désagrément politique extrêmement pesant, parce que partout où je vais, on me signale qu'il y a des postes vacants. J'aurais mieux fait d'en privilégier quelques-uns, où je serais allée peut-être plus souvent qu'ailleurs. Voilà, donc nous avons la direction des services judiciaires à la responsabilité de veiller à, d'une certaine façon, la distribution de la pénurie, donc à ne pas pénaliser trop fortement, avec néanmoins des priorités, parce qu'il s'agit de ne jamais faire les choses aveuglément et de façon absolument équivalente partout.
donc avec des priorités, par exemple dans certains bassins, bien veiller à ce qu'il y ait des juges des enfants, sur là où il y a des types de contentieux particuliers, bien veiller à ce qu'il y ait des JLD, bien veiller à ce qu'il y ait des JAP, des juges d'application des peines. Là où, par exemple, le gouvernement a établi une priorité, où j'ai moi-même adressé une circulaire pénale territoriale, parfois faire du surnombre, sur certains types de contentieux aussi faire du surnombre, grâce aux magistrats placés, avoir une souplesse qui nous permet, sur des périodes données, de renforcer certaines équipes. Donc évidemment, il y a quand même cette finesse dans l'affectation des postes, mais il demeure que d'une façon globale, nous avons plus de 350 postes vacants. C'est-à-dire en clair, nous avons les postes, nous avons les budgets, nous n'avons pas les magistrats. Comme dans le même temps, dès mon arrivée, on m'a demandé d'autoriser des affectations, des détachements et des mises à disposition du magistrat, il n'a pas été très compliqué de faire l'association d'idées et d'essayer de voir combien de magistrats nous avions affectés hors juridiction. Nous en avons à peu près 250. Bon. J'ai donc demandé à la direction des services judiciaires de regarder la situation de ces magistrats. Il apparaît que certains magistrats sont en détachement depuis 20 ans, me dit-on, depuis plus de 10 ans pour certains, jusqu'à 20 ans. Alors en général, lorsque j'annonce ça et que je dis que ce serait bien qu'ils reviennent dans les juridictions pour soulager les magistrats qui sont en juridiction pour une meilleure répartition du travail, c'est comme là, voilà, une espèce de brouhaha, un peu contradictoire aussi. Bon, il y en a qui s'en réjouissent et puis il y en a d'autres qui disent « oh, si cela fait 20 ans ». Bon. Mais ceci étant, je ne regarde pas de haut ces détachements et ces mises à disposition de magistrats. Je considère qu'il est bien que des magistrats participent à d'autres structures, à des autorités administratives indépendantes, à des associations reconnues d'utilité publique, à des organisations, à des organismes institutionnels, à des structures qui relèvent de l'Union européenne. Nous avons des magistrats dans des structures extrêmement différentes. Je pense qu'ils sont utiles, ils y sont utiles, ils font rayonner la justice, ils participent à l'état de droit et donc, évidemment, il n'y a pas une opposition de principe à ce que nous ayons des magistrats dans ces structures, mais nous avons juste cette tension dans nos juridictions. Il serait injuste de laisser peser ces tensions sur les magistrats qui demeurent en juridiction sans faire les efforts nécessaires. Pour le reste, évidemment, nous faisons des efforts en matière de recrutement, donc nous ouvrons des postes. Nous aurons 1400 départs à la retraite de magistrats sur le quinquennat. Nous avons, dès l'année dernière, commencé à travailler à combler ces départs à la retraite. Pour cela, il aurait fallu d'ailleurs que les années précédentes, 300 postes de magistrats soient ouverts chaque année. Il en a été ouvert entre 80 et 120. Cela, évidemment, ne pouvait suffire. Nous avons décidé de faire un effort, donc d'en ouvrir au moins 300 chaque année. Cette année, nous en avons ouvert 420 et nous avons trouvé preneur pour 420 moins 64. Voilà, donc il manque moins 64. Donc nous faisons un effort en plus pour sensibiliser à la nécessité de venir passer les 3 concours qui donnent accès à l'École nationale de la magistrature. Nous avons lancé une campagne de sensibilisation l'année dernière, nous la relançons cette année, nous l'améliorons encore cette année. Nous avons réuni à l'École nationale de la magistrature les doyens des facultés de droit pour leur demander de sensibiliser leurs meilleurs étudiants en droit, parce que si les postes n'ont pas trouvé preneur, c'est parce que, d'abord, en termes de vivier, nous avons moins de personnes qui passent le concours, mais voilà, nous avons aussi un choix moins élevé, disons les choses ainsi. Donc nous essayons de sensibiliser les meilleurs étudiants en droit pour qu'ils aient envie de venir épouser ces beaux métiers que sont ceux de la magistrature. Et bien entendu, si les mises en cause de magistrats cessaient miraculeusement, cela contribuerait sans doute à rétablir de l'attractivité sur un métier dont on comprend assez aisément que les jeunes ne se précipitent pas pour s'entendre mis en cause à la première occasion. Donc nous faisons tous ces efforts et nous espérons y parvenir. Nous allons continuer à ouvrir ces postes. Nous ouvrons également ce qu'on appelle les recrutements latéraux, c'est ainsi que ça s'appelle, externes. Les concours complémentaires, oui, c'est plus joli comme nom, sans doute. Donc voilà, nous faisons tous ces efforts de façon
à ce que nous soyons en capacité non seulement d'avoir les magistrats qu'il faut pour faire fonctionner nos juridictions, mais pour assurer les remplacements nécessités par les départs à la retraite, qui sont des droits établis. Évidemment, ça, ce sont des réponses immédiates et des réponses d'urgence, mais il faut une stratégie. Il faut une stratégie parce qu'on ne pourra pas inconsidérément augmenter les effectifs, augmenter les moyens logistiques. Nous développons les moyens logistiques. Vous savez que nous faisons un effort depuis l'année dernière sur l'informatique. Cet effort sur l'informatique, d'abord, il dégage des personnes qui accomplissaient des tâches fastidieuses, et donc ces personnes peuvent être redéployées, j'y mets des guillemets, pardon. Merci, Monsieur le Premier Président, merci infiniment pour votre présence. Et cela, en plus de nos créations d'emplois, cela nous permet de déployer des postes et donc d'améliorer encore les conditions de travail. Mais il faut une stratégie. Nous ne pourrons pas indéfiniment augmenter les effectifs, augmenter les moyens, augmenter la logistique. Donc, il nous faut réfléchir aux méthodes de travail. Il nous faut réfléchir à l'organisation du travail. Il nous faut réfléchir à ce que peut constituer l'organisation du travail dans nos juridictions pour la justice du XXIe siècle, avec le citoyen au cœur de la justice, à quoi peuvent ressembler nos juridictions. J'ai donc, dès le début de cette année 2013, demandé à l'Institut des hautes études pour la justice de travailler à l'office du juge. L'IHJ a procédé à de nombreuses auditions, des expertises, des réflexions, un prolongement de réflexions internes d'ailleurs, puisque cet institut avait déjà anticipé ces interrogations, et m'a remis son rapport au mois de mai. Donc merci Monsieur le secrétaire général, Monsieur Garapon, Madame Perdriol, merci Monsieur Bernabé, qui doit être là aussi, pas avec nous aujourd'hui, merci pour le travail accompli. Ce rapport qui pose très clairement les fondements théoriques même de la réflexion sur l'office du juge, qui pose les bases même du travail que nous pouvons accomplir ensemble pour penser et organiser l'activité du magistrat au XXIe siècle, a été très largement diffusé dans nos juridictions. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, je vous demande de vous en emparer, de travailler et de faire en sorte qu'il contribue à la réflexion que nous allons poursuivre ensemble. J'ai ensuite demandé à la direction des services judiciaires d'installer 2 groupes de travail. Un groupe de travail qui est présidé par Monsieur le Premier Président Didier Marchal, Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier, qui a accepté de présider un groupe assez large, consistant, avec des profils et des parcours variés, qui travaille depuis 10 mois maintenant, presque, et qui remettra son rapport. Monsieur Didier Marchal préside le groupe de travail sur les juridictions du XXIe siècle, sans aucun interdit, c'est-à-dire en considérant de la première instance jusqu'à la Cour d'appel. Je précise simplement qu'il n'est pas question de refaire une carte judiciaire, nous n'allons fermer aucun site judiciaire, mais la réflexion est conduite sur l'ensemble de nos niveaux de juridiction. Un autre groupe de travail est présidé par M. Delmas-Gouillon, qui était premier président de la Cour d'appel d'Angers, et qui travaille aussi depuis une dizaine de mois et qui remettra également son rapport d'ici à fin novembre. Pour le ministère public, M. le procureur général honoraire de la Cour de cassation, M. Jean-Louis Nadal, a accepté de présider une commission de modernisation du ministère public qui réfléchit aussi, bien entendu, aux magistrats, aux équipes autour du magistrat, à l'organisation du travail, aux méthodes de travail. L'organisation de la commission se fait d'un côté sur les thématiques techniques en sous-groupe et sur les réflexions générales en plénière. La commission travaille intensément, ici, je la crois souvent, et Monsieur le Président m'a promis le rapport pour fin novembre également. Vous avez donc compris que dans le calendrier, d'ici à décembre, nous disposerons de toute cette matière, de tout ce matériau, de tout ce produit, c'est, je pense dans ma tête, à du miel, à du nectar, à toutes ces choses-là, de réflexions de très grande qualité qui nous permettront de penser et d'écrire ensemble la réforme judiciaire. De penser et d'écrire ensemble la réforme judiciaire. Écrire ensemble, évidemment, avec toutes celles qui ont participé à ces groupes de travail, qui ont accepté d'être auditionnés, qui auront fait en sorte que nous ayons de la matière de très grande qualité. Mais en y associant les juridictions, en y associant les professions de droit.
J'ai demandé au chef de cour pour les juridictions de veiller à ce que chaque juridiction désigne 3 référents, 3 correspondants, magistrats du parquet, magistrats du siège et fonctionnaires, qui déjà recueillent, reçoivent ces éléments que nous mettons à leur disposition, animent dans la juridiction les réflexions, les échanges, participeront à cet événement de janvier et pourront après restituer au sein de leur juridiction les éléments qu'ils auront alors collectés. Les professions de droit, et merci encore au président d'être présent ce matin, les professions de droit, ils sont associés. Vous savez, messieurs, mesdames et messieurs, que lorsque je me déplace en juridiction, je demande aussi à pouvoir saluer le bâtonnier, je demande à pouvoir saluer le président régional de la Chambre des métiers ou départementale, de la Chambre des notaires, pardon, de la Chambre des huissiers, de nos tribunaux de commerce, de nos greffiers de tribunaux de commerce. Voilà, les professions du droit contribuent à l'œuvre de justice et le travail d'unité du service public de la justice que j'essaie d'effectuer depuis 16 mois, en tout cas que j'essaie de promouvoir depuis 16 mois, parce que ce sont les personnels en fait qui assurent cette unité, qui l'accomplissent. Ce travail, il doit s'étendre, bien entendu, aux professions du droit qui participent à l'œuvre de justice. Et vous savez que nous avons des relations avec ces professions qui confirment leur participation à l'œuvre de justice, mais qui confirment aussi surtout leur réflexion et leur volonté d'apporter des prestations de très grande qualité pour participer à cette œuvre de justice. C'est donc ensemble que nous allons écrire cette réforme judiciaire pour le XXIe siècle. Pour le faire et pour préparer cette rencontre de janvier, j'ai installé un comité de pilotage dont Madame le premier président de la Cour d'appel de Rouen, Madame Comte, a accepté d'Orléans, pardon. Je ne vous envoie... Oui, c'est vrai, je ne vous envoie pas... Qu'est-ce que j'ai dit quand? Rouen? Rouen, c'est chez vous. D'accord, oui. Pardon. Merci, Monsieur le Président de la Commission des lois. Donc, ce comité de pilotage qui est présidé par Madame le premier président de la Cour d'appel d'Orléans et Monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Rouen est composé des présidents de commission, Monsieur le procureur général honoraire, Monsieur le premier président Marchal, Monsieur le premier président de Delmas-Gouillon, du secrétaire général de l'IHJ, également des directions du ministère, du secrétaire général, M. Éric Lucas, du directeur des affaires des services judiciaires, de la directrice des affaires civiles et du Sceau, Mme Champalone, de la directrice des affaires criminelles et des grâces, Mme Lequéo. C'est à ce niveau-là qu'est composé le comité de pilotage. Les directions à réseau que sont la protection judiciaire de la jeunesse et la direction de l'administration pénitentiaire, y participent sur des travaux plus ponctuels, sur des thématiques plus ponctuelles, parce que vous pensez que mobiliser la tête du ministère sur ce comité de pilotage, même si c'est pour une durée donnée, cela complique les choses. Donc nous le faisons là aussi de façon optimale, c'est-à-dire que certaines directions y participent en tant que de besoin. Y participe également, alors bien entendu, Valérie Sagan, qui est chargée de l'organisation de cet événement, avec Brigitte Morin à ses côtés. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un dans le comité de pilotage? Voilà. Je vais demander aux 2 présidents du comité de pilotage de bien vouloir présenter les 5 ateliers. Alors, c'est un pré-programme qu'on vous distribue aujourd'hui. Un pré-programme, ça veut dire très clairement qu'il a vocation à s'enrichir de vos observations et de vos suggestions. Donc, c'est un pré-programme qui va donner un programme plus riche, mieux pensé encore que ceux que nous mettons à votre disposition. Voilà, pardon, j'ai conscience d'avoir été longue, je me le reproche tous les jours, le lendemain je recommence, ma situation est assez désespérée. Merci pour votre attention,
Et puis nous allons prendre un petit peu de temps, sans abuser de votre disponibilité, pour échanger une fois que Madame Comte et que Monsieur Lebras vous auront présenté les 5 ateliers. Merci encore vraiment très très chaleureusement pour votre présence. Madame le garde des Sceaux, c'est un redoutable honneur que vous nous avez fait en nous confiant la responsabilité de l'animation de la présidence de ce comité de pilotage. Et cet événement, puisqu'on n'a pas encore trouvé le nom qui convienne, cet événement des 10 et 11 janvier est intitulé « La justice du XXIe siècle, faire face aux enjeux contemporains ». Et à travers cela, c'est en fait la place du citoyen. C'est le citoyen, aujourd'hui, au XXIe siècle, au cœur de la justice. Et alors, comme on ne peut pas, bien évidemment, en 2 jours, même une journée et demie, tout examiner, vous pourrez trouver bien naturellement qu'il peut y avoir des manques, mais ils sont assumés. Mais ce qui est essentiel, c'est de permettre la richesse des débats, de soumettre à l'attention du public qui participera à cet événement un certain nombre de sujets qui peuvent être des ouvertures vers des pistes de réforme. Ce qui va ressortir de ces ateliers, ce n'est pas à coup sûr, voilà ce qui va devoir être fait. Ce sont en réalité les sujets qui auront réellement retenu l'attention, qui seront jugés pertinents, qui seront jugés comme étant effectivement ce sur quoi notre attention doit se porter pour que Madame le garde des Sceaux en décide si des réformes peuvent être ou doivent être engagées. Alors, c'est un exercice donc difficile que celui de bâtir les ateliers, mais on y est parvenu. Et il y aura donc 5 ateliers dans cet événement. Le public se répartira après une introduction générale entre ces 5 ateliers. Le premier est intitulé « Comment assurer une bonne adéquation entre juridiction, contentieux et... » le terme est encore imparfait, implantation territoriale, et ça rejoignait ce qui était évoqué tout à l'heure par Madame le garde des Sceaux. Finalement, on s'interroge souvent sur la justice de proximité, mais la proximité, est-ce que c'est géographique? Est-ce que c'est juridique? Est-ce que c'est technologique? Très clairement, aujourd'hui, l'articulation, la carte des juridictions dans un département, par exemple, est très complexe. Vous avez les tribunaux d'instance, de grande instance, de commerce, le conseil de prud'homme, vous avez aussi le tribunal des affaires de sécurité sociale, et puis vous entendez parler de tribunal correctionnel, de tribunal pour enfants, les uns étant parfois dans les autres, le tribunal de police. Ce n'est pas forcément très clair et très lisible pour les citoyens. Parfois, les contentieux vont et viennent au gré des évolutions législatives entre les juridictions. Donc, c'est une question. Est-ce qu'on peut remettre un peu d'ordre dans tout ça? Est-ce qu'il faut revoir la répartition des contentieux entre les juridictions, revoir l'articulation des juridictions, et les revoir aussi par rapport à leur territoire? Ce sont là des questions qui viennent aujourd'hui dans les discussions des professionnels de justice. Et puis, c'est également la question de la place de la première instance. Vous savez qu'il y a la première instance, surtout dans tous les départements, et puis l'appel. Aujourd'hui, beaucoup d'affaires vont en appel. Est-ce que l'on peut renforcer le poids de la première instance, faire que les gens soient davantage, que le citoyen soit davantage satisfait de ce qui est décidé lors de la première instance? Et puis c'est aussi cette adéquation des juridictions, des contentieux des territoires. C'est le dialogue entre les juridictions et également la société civile, représentée en général par les élus eux-mêmes. Face à cette multiplicité de juridictions, savent-ils bien toujours qui en est le responsable, quel peut être leur interlocuteur? Voilà des questions qui seront soumises au débat, à la discussion. L'atelier numéro 2 est intitulé « Comment mieux travailler ensemble pour plus de lisibilité et d'efficacité pour les citoyens ». Alors, ça peut paraître une question extrêmement simple, mais en réalité, le citoyen se demande souvent, lorsqu'il devient justiciable, finalement ce qui va se passer pour lui quand il va soumettre son affaire à un tribunal, à un juge.
Et du coup, des questions viennent et qui sont débattues dans les tribunaux, que les professionnels aussi, que sont les avocats, connaissent bien. C'est est-ce qu'on peut connaître un peu mieux la jurisprudence d'un tribunal? On connaît celle de la Cour de cassation, avec tout le respect qu'on lui doit, mais ce sont des grandes questions de droit. Que décide un tribunal, par exemple, pour une pension alimentaire de manière habituelle? Quels sont les taux? Comment se calcule une pension alimentaire? Ce sont des questions qui intéressent de très très près au quotidien le citoyen. Est-ce que donc on peut aboutir, et notamment les moyens technologiques modernes, l'informatique, Internet, peuvent peut-être permettre d'approcher d'un peu plus près cette meilleure connaissance de la jurisprudence très concrète, de celle que va affronter le citoyen, de celle qui va le concerner? Est-ce qu'on peut arriver à la rendre plus lisible, cette jurisprudence? Est-ce que aussi, pour rendre plus accessible et plus efficace en même temps cette justice, est-ce que on peut revoir un petit peu, réfléchir un peu sur le rôle du greffier, qui est souvent le premier que rencontre le justiciable, et aussi souvent l'avocat. Quand il va au tribunal, il voit plus souvent le greffier que le juge. Est-ce qu'on peut réfléchir au rôle de ce fonctionnaire et des autres fonctionnaires d'ailleurs de justice? Et puis, comment mieux travailler ensemble? C'est donc comment mieux travailler ensemble entre magistrats, greffiers, fonctionnaires de justice et avocats, pour arriver à ce que le citoyen ait le sentiment que son affaire ne se perd pas dans une machine trop compliquée. Donc il y a une recherche d'efficacité. C'est donc la question aussi de l'équipe qui peut entourer le magistrat, qui apparaît souvent comme un artisan un peu isolé, et l'efficacité, la meilleure justice commande peut-être de s'interroger sur de nouvelles manières de travailler, de nouvelles manières d'organiser le travail. Ce sont des choses extrêmement concrètes. L'atelier numéro 3 est intitulé ainsi « Comment permettre aux citoyens et à leurs conseils d'être davantage acteurs de leur parcours judiciaire ». Alors c'est une belle phrase, sans doute trouverez-vous, mais c'est malgré tout extrêmement concret. On sait aujourd'hui que pour le citoyen, tout, semble-t-il, doit aller vers le procès, jusqu'au procès. Et cela effraie parfois, c'est un parcours très long, très difficile, et on en arrive aussi assez régulièrement au sein des juridictions, avec les professionnels, à s'interroger sur la possibilité qu'il y aurait peut-être de parvenir à régler ces conflits sans le juge. On connaît déjà des formules comme la médiation, la conciliation, y compris en matière civile comme pénale. Ça a déjà démontré son efficacité, mais on ne peut pas dire que c'est atteint le maximum de son développement. Il y a sans doute des questions de bonnes raisons qui freinent l'expansion de ces procédures qui peuvent répondre aux aspirations des gens pour quelque chose de plus apaisé, de moins conflictuel. Et puis, on peut aussi se demander si il n'est pas possible parfois de régler ces conflits sans aller jusqu'au juge, mais en référence à ce que le juge peut décider. Et il a souvent été évoqué une réflexion qui avait été menée, une action qui a été menée dans un pays étranger, au Québec, à propos des pensions alimentaires, quelque chose qui est très concret, que connaissent beaucoup de Français. Finalement, que vais-je devoir payer ou que vais-je pouvoir espérer de mon futur ex-conjoint? Le Québec a réuni, paraît-il, une commission d'économistes, d'avocats, de juges, de travailleurs sociaux, etc., pour réfléchir et mettre sur pied une sorte de référence de ce que peut être la manière de calculer une pension alimentaire. Et nous, peut-on aller, pouvons-nous imaginer aussi en France des manières de régler nos conflits en référence aux juges ou en référence à d'autres références, à d'autres normes édictées, énoncées par la société civile? Et puis, il y a aussi enfin le rôle essentiel de l'avocat. Est-ce que l'avocat ne peut pas devenir un acteur d'une justice qui ne va pas nécessairement jusqu'au procès? Est-ce que l'avocat n'a pas davantage une place à trouver? Est-ce qu'il n'y a pas une place plus importante à lui donner pour que le processus de négociation, de conciliation puisse évoluer favorablement et au mieux des satisfactions des justiciables? Dans l'atelier numéro 4,
on se pose la question de comment reconnaître les nouveaux modes d'exercice de la justice, jusque dans la symbolique des lieux. Tout simplement, aujourd'hui, dans l'esprit du grand public, justice égale salle d'audience, audience avec le juge qui trône, un ou trois, procureur, greffier, avocat, une barre. C'est très symbolique, c'est ce que l'on voit dans les films, les téléfilms. Mais nous savons aussi, dans le monde judiciaire, que beaucoup de choses se passent simplement en cabinet, disons dans le bureau du juge. Et cette justice, en matière civile comme en matière pénale, puisque même le plaidé coupable se passe d'une manière plus intime, cette justice trouve une place de plus en plus importante. Elle permet aussi une autre relation avec le justiciable. Je pense par exemple au tribunal de commerce, où la chambre du conseil dans les procédures collectives est un espace pas très solennel, mais où la position des acteurs autour de la table, des uns et des autres, permet une expression plus libre, moins convenue. Et on se rend compte qu'il y a là désormais d'autres manières aussi de permettre aux justiciables, aux citoyens, de trouver la parole, de trouver la possibilité de s'exprimer, d'être entendu par son juge. Et c'est donc une justice plus apaisée qui peut peut-être être mise sur pied. Mais pour autant, cette justice qui n'est pas dans une salle d'audience a quand même, nous semble-t-il, des exigences propres. Il y a une manière de se comporter. C'est pas parce qu'il y a plus de proximité qu'il peut y avoir plus de facilité, moins de règles, moins d'exigences pour le juge. Et donc, il faut réfléchir à des exigences pour ce mode de justice plus proche, plus apaisé. Et du coup, ça peut nous amener aussi à réfléchir à l'organisation de nos palais de justice. Faut-il toujours bâtir toujours plus de salles d'audience toujours plus grandes, alors que peut-être nous avons davantage besoin d'espaces dédiés à cette justice qui prend de plus en plus de place. Et enfin, un atelier 5 aborderait le point suivant: comment mieux garantir la protection des intérêts de la société et les droits et les libertés de l'individu. C'est aujourd'hui, effectivement, à un moment où le droit vient de nombreuses sources. Il y a le droit national, il y a aussi le droit européen, il y a les décisions des cours de justice internationales, la Cour de justice des communautés européennes et de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme. Tout cela édicte des normes qui sont évolutives, qui changent, qui ont une place de plus en plus importante dans notre fonctionnement. Et cela nous amène à nous poser la question, car il y a une tension entre souvent la protection des intérêts de la société, notamment dont est porteur le ministère public, et les droits et libertés des individus, représentés par le barreau, portés par le barreau, et le juge est un peu l'arbitre de tout cela. Eh bien, il y a un office de protection des libertés qui émerge de plus en plus parmi les missions du juge. C'est une question. Et aussi, c'est une autre question pour le procureur, qui est lui aussi, parce que magistrat, un garant des libertés. Et se pose donc la question de savoir quelle est l'effectivité de ce rôle du procureur comme garant des libertés. Mais ce procureur garant des libertés, ce n'est pas qu'en matière pénale, il est aussi garant de l'intérêt général dans des domaines civils comme commerciaux, en matière de tutelle, en matière de protection de l'enfance, en matière de procédure collective, de prévention des difficultés des entreprises, d'état civil, de filiation. Et la presse vous montre régulièrement que le ministère public est amené à prendre des positions dans des débats actuels de société. Toutes ces questions amènent à réfléchir à aussi l'office du procureur de la République. Merci. Merci beaucoup, monsieur le procureur général. Voilà, c'est moi qui ai abusé une fois de plus. Donc, nous avions invité pour la durée d'1 heure. L'heure s'est écoulée. 1000 pardons une fois de plus. Si vous voulez, nous pouvons ouvrir une courte séquence de questions. S'il y a soit des observations à formuler, soit des questions que vous voulez poser. Donc, voilà, sans abuser, évidemment, vous êtes les bienvenus. Cette maison reste la vôtre. Mais je sais que nous sommes tous très occupés. Et pour les parlementaires, je sais que le mardi est une journée de grande intensité, de haute et forte intensité, comme pour les volcans. Pardon, peut-être Madame le Premier Président. Oui, pardonnez-moi. Je vous en prie. Peut-être ajouter simplement un tout petit mot à ce que vient de dire Monsieur le procureur général Lebras. Ce qui nous semble aussi important, c'est de tenir compte aujourd'hui
de deux bouleversements, mais qui ont été évoqués rapidement et qui, je dirais, impactent très profondément notre vie à tous et par là même la vie des juridictions. Je veux parler d'une part de la mondialisation des échanges. Nous savons bien qu'aujourd'hui, les frontières se sont largement ouvertes et que nous avons énormément maintenant de conflits à trancher qui sont des conflits transnationaux, que ce soit entre des personnes physiques ou morales, et d'autre part que les échanges se sont aussi infiniment accélérés et que l'impact des nouvelles technologies ou des technologies de l'information et de la communication, je ne suis pas sûre qu'elles soient si nouvelles que ça, bouleverse complètement à la fois les contentieux dont nous avons à connaître et à la fois nos modes de travail. Et ça, je pense que ça va être une des données, j'allais dire, transversales que nous allons retrouver tout au long de nos échanges et qui ne peut pas nous laisser indifférents. Il faut qu'à la fois nous nous emparions, je dirais, des facilités que ces nouvelles technologies nous offrent, mais que nous ayons bien conscience, de ce que ça implique sur les nouveaux contentieux, et notamment en termes de protection des libertés et de protection des libertés individuelles. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter, mais c'est aussi pour ça, si vous voulez, que ce débat est totalement actuel et que nous ne pouvons pas faire l'impasse, je dirais, de toutes les transformations qui ont eu lieu et qui maintenant, je dirais, deviennent, si je peux me permettre, de plus en plus prégnantes. C'est tout ce que je voulais rajouter. Merci Madame le Premier, c'était essentiel d'ajouter cela. Nous allons peut-être vous préciser que cet événement se tiendra à l'UNESCO, donc à Paris, dans le 7e arrondissement, que vous y êtes tous les bienvenus, que toutes vos contributions seront étudiées avec une très grande attention et que, je le répète, je compte vraiment sur vous pour faire en sorte que nous écrivions la meilleure et la plus belle réforme judiciaire pour ce XXIe siècle, parce que nous aurons su prendre la mesure des attentes des citoyens, y compris lorsqu'elles ne sont pas très rationnelles. Nous aurons su prendre la mesure des expérimentations que nous avons lancées et qui nous permettent de voir comment nous pouvons approfondir d'autres modes de résolution des litiges, puisque la justice est appelée au secours, y compris dans des conflits qui peuvent être réglés par le dialogue, mais on a perdu l'habitude du dialogue, on a perdu l'habitude de contribuer au quotidien avec son voisin au lien social. Le lien social devient un concept un petit peu éthéré. Non, le lien social, il se pratique tous les jours avec cette aptitude à se parler pour prendre acte de divergence, de désaccord, de litige et essayer de les régler. Je pense que nous pourrons faire un très très bon travail, mais de toute façon, nous le ferons grâce à vous et avec vous. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui voudront bien y participer de façon très active. Je vous remercie une nouvelle fois. Je ne vois pas de main se lever, donc merci à vous d'avoir répondu à cette invitation et à très bientôt.